Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense en direct sur i24 News. L'information, elle est extrêmement mouvante et avec vous, Chani Guidalia, on parle d'une succession d'attaques dans les dernières secondes qui viennent d'arriver. Oui, tout d'abord, il y a à peu près une demi-heure avec cette fusillade au passage de Rihan, c'est dans le nord de la Samarie, c'est proche de Alfé-Ménaché. On parle de plusieurs coups de feu qui ont été tirés sur ce point de passage sur un véhicule. On parle de minimum 2 blessés à différents niveaux, certains un modéré et un autre grave. Ils ont été évacués vers Afula à l'hôpital. Il y a actuellement beaucoup de forces militaires qui sont sur les lieux. Les terroristes, les terroristes sont en fuite. Il y a une chasse à l'homme qui a été lancée pour pouvoir les retrouver. Et avec maintenant ce communiqué qui vient de tomber concernant une tentative d'attaque à la voiture bélier, cette fois dans la région de Hebron, et le terroriste a été neutralisé sur les lieux. Et visiblement, un blessé, ça reste à confirmer à Hébron. L'autre actualité, c'est le Yémen, bien évidemment, Chani. Oui, avec cette frappe, ces frappes ces derniers jours, notamment sur l'aéroport international de Sanaa. C'est, selon le directeur de l'aéroport, les frappes israéliennes ont complètement détruit les halls de l'aéroport, ont aussi rasé le bâtiment logistique. Le bilan est lourd, il est estimé à plus de 500 millions de dollars de dégâts et des milliers de passagers yéménites qui, eux, sont bloqués puisque tous les vols ont été suspendus. Alors ce n'est pas seulement un bâtiment qui a été détruit, ça change toute la donne à double titre puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une fermeture temporaire de l'aéroport mais d'une mise hors service des avions. Et avec cette frappe, le Yémen évidemment perd sa principale porte d'entrée aérienne. Et le directeur de l'aéroport ajoute qu'il faudra longtemps pour réhabiliter l'aéroport. En revanche, selon plusieurs experts sécuritaires, eh bien, cette frappe n'empêchera pas les Houthis de tirer des missiles. Parce qu'ils ont de nouveau menacé. Exactement. Ils ont menacé de poursuivre leur frappe, mais c'est juste que maintenant, ça complique notamment l'acheminement des pièces qui leur permettront de tirer, que ce soit des missiles ou des drones. Merci Chani Guidalia. Je me tourne vers mon premier invité, Ori Sachar. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du département Iran au centre de recherche Bitronissim, les sécuritaires. C'est votre spécialité d'ailleurs, l'Iran. D'abord, concernant ça, vous a fait sourire lorsque j'ai dit que les rebelles Houthis ont menacé. Oui, ils ne vont pas stopper, c'est-à-dire il s'agit d'une différence de civilisation, si vous voulez. C'est-à-dire les États-Unis bombardent des cibles au Yémen, comme Chani vient de préciser, les bombardements sont lourds, ils causent plein de dégâts, mais toujours les Houthis, il semble pas, ne semble-t-il que ils vont stopper, tirer des missiles sur Israël et ni cibler des navires dans des routes maritimes internationales. Alors, ce qu'il faut nous poser la question, est-ce que des étapes militaires suffisent ou bien il faut aussi faire, compromettre par des étapes diplomatiques. Alors, ce qui se passe, c'est intéressant parce que les Houthis, visiblement, ne sont pas intéressés en diplomatie. Il faut continuer de cibler des sites stratégiques, des installations de béton, et l'aéroport, le port maritime, etc. Le gros problème par rapport à ce que vous dites, c'est que il y a une lecture de l'information. Vous être spécialisé sur la lecture et sur l'analyse, moi aussi. Voilà. Quand on lit l'actualité, Donald Trump dit « Ah ben c'est bon, ils arrêtent de frapper les navires américains, donc nous on s'arrête aussi ». Oui, et le risque, c'est ici, à mon avis, c'est que prendre les Houthis au mot. C'est-à-dire, nous, de notre part, on annonce une trêve. C'est bien, mais c'est une trêve unilatérale. C'est-à-dire qu'aux époques et aux endroits qu'ils détermineront, ils peuvent très bien choisir de reprendre les batailles, reprendre le combat. Alors, et donc, dans ce cas-là, ils vont se réarmer, se réorganiser jusqu'à ce point-là, et à partir de ce moment-là, c'est trop tard. Alors, restez avec moi. Parce que j'ai Ran Kochav, l'ancien commandant de la défense antiaérienne israélienne, général de brigade. Ran Kochav, merci d'être avec nous. À l'instant, on vient de dire que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que Donald Trump dit c'est bon, ils arrêtent de viser les vaisseaux en mer américains, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de cibler des Israéliens. Donc c'est un peu bizarre quand même.
En effet, la déclaration du président Trump cette nuit est particulièrement étrange, surtout après 2 attaques importantes de notre part, après 650 attaques américaines importantes. Et donc, nous avons permis aux Américains de mener la mission, la guerre contre les Houthis. Et malheureusement, ça a été partiellement réussi. Nous avons attaqué nous-mêmes après qu'ils attaquent l'aéroport Ben Gurion. Et on a attaqué la nuit, dimanche soir, et lundi ou mardi dans la journée. Et donc, c'est une bizarre intervention. J'espère que ça ne montre rien sur ce qui concerne le nucléaire iranien, qui ne va pas nous laisser seuls face aux Houthis et face aux Iraniens. On verra. C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question, parce que on a l'impression quand même que la phrase, et vous la connaissez puisque vous avez fait votre carrière dans Tsahal, on ne peut se défendre que par nous-mêmes, est en train de se vérifier vraiment, au moment où on se parle. Absolument. On ne peut rien faire, on ne peut pas faire confiance à quiconque. Israël et Tsahal a les capacités d'offensive, de défensive, de renseignement, et dans beaucoup de domaines, nous sommes indépendants. Mais il y a un mais énorme. Nous basons sur le soutien américain, sur les armements américains, sur les avions américains. Comme vous le montrez à l'image maintenant, dans le cockpit du F-16, il y a un pilote israélien, un pilote de guerre israélien, mais l'aide, le renseignement est américain dans certains cas. Donc c'est tout à fait confortable. Donc dans les attaques contre les Houthis au Yémen, c'est bien joli de se baser sur l'aide américaine avec l'aide du général Kurilla et CENTCOM. J'espère de tout cœur qu'il ne s'agit pas là d'un changement politique, sinon on est vraiment dans une situation totalement inédite. Alors je ne sais, bien évidemment, vous n'avez pas la réponse, mais vous avez été présent au cours de réunions de ce qu'on appelle le Forum Matkal, l'état-major, pendant que vous étiez commandant de la défense antiaérienne. Vous étiez aussi porte-parole de l'armée israélienne Ran Kochav. Est-ce que, si je vous pose la question, par rapport à ce qu'on vient de dire, des positions de Donald Trump, est-ce qu'une frappe en Iran, c'est maintenant ou jamais ? Très difficile question s'il en fut. Et je n'ai pas de réponse, pour être honnête, pour être professionnel aussi. Je ne sais pas quelle est la réponse à cette question. Je crois que Trump est un homme d'affaires et il veut faire des affaires. C'est vrai avec l'Arabie Saoudite et avec les Houthis qui le lui permettent maintenant de faire cet accord avec les Saoudiens la semaine prochaine. Et je crois qu'il voudrait faire affaire aussi avec les Perses à Téhéran. Et est-ce que cela correspond à l'intérêt israélien? Ça m'étonnerait. Je suis inquiet, en effet, et je pense que les citoyens israéliens et les dirigeants de ce pays peuvent être inquiets aussi. J'espère que le président Trump ne va pas nous laisser en arrière. Vraiment très rapidement, si vous étiez aux côtés là maintenant d'Eyal Zamir, vous lui diriez quoi? Je crois que le rôle de Tsahal, c'est l'armée de défense d'Israël, protéger les intérêts politiques et les citoyens d'Israël et la sécurité nationale de l'État d'Israël. Tsahal doit influer le niveau politique et essayer de lui montrer les lignes rouges face aux États-Unis, qui est notre meilleur ami. Et d'un autre côté, nous devons nous faire confiance seulement à nous-mêmes et construire nos propres forces et les utiliser selon les intérêts israéliens seulement. Merci. En effet, une attaque iranienne aujourd'hui sans l'accord des États-Unis est quelque chose de très complexe. Je pense que nous avons besoin du président Trump et des États-Unis, pas seulement pour l'aide sécuritaire et économique, mais aussi pour l'accord sur les otages et Gaza et notre combat contre le Hamas. Et dans la guerre, loin de chez nous, au Yémen, c'est à 2000 km d'ici quand même. Merci. Et aussi pour la grande mission qui est la nôtre à Téhéran contre le nucléaire iranien. Merci Ran Kochav d'avoir été avec nous dans 9 ans, c'est toujours un plaisir. Merci à vous. C'est un plaisir, oui, d'avoir un général de brigade de réserve, mais or, je vous pose la question. Je vais volontairement être dur, mais est-ce que Donald Trump est en train de jouer avec les nerfs israéliens,
ou alors c'est tout simplement un chef d'entreprise, exactement comme l'a dit Ran Kochav, il se lève le matin avec des différentes émotions. Bon, sur la grande annonce de Donald Trump, je vais reprendre les paroles du Premier ministre canadien. Je suis sur le bord de ma chaise. Alors tout le monde s'attend, mais à mon avis, il a une vision qui est claire. Il veut démanteler et détruire le programme nucléaire iranien. Il a dit clairement, encore et encore, mais il est ouvert d'esprit, c'est-à-dire je vous permettre de choisir la bonne voie. C'est-à-dire, pour lui, oui, l'attentat militaire, c'est le dernier recours, ça c'est vrai, mais il ne le nie pas. À un moment, il va dire, ok, arrête, je comprends, les Iraniens tentent de me duper, je ne veux pas reprendre les erreurs de Biden ni d'Obama, et je vais attaquer. Ou bien permettre à Israël d'attaquer les installations nucléaires. Mais c'est la guerre de la diplomatie ou c'est la diplomatie de la guerre? C'est intéressant. Écoutez, pour moi, c'est la diplomatie de la guerre, en fin de compte. C'est la continuation de la guerre par la diplomatie. Mais je pense qu'à la fin de compte, on se pose la question, que cherche Trump? Et à mon avis, il faut... Mais je vous pose la question, justement. Voilà, mais à mon avis, il faut d'abord et avant tout se poser la question, que cherche Israël et que cherche le peuple juif? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être, encore une fois, des juifs agenouillés, être en blanc, ou bien on veut prendre responsabilité sur notre futur, notre vision, notre destin? Et à mon avis, c'est l'État d'Israël qui a été attaqué le 7 octobre, et là, c'est l'Iran, la République islamique de l'Iran, le programme nucléaire qui pose la menace la plus grave sur l'existence du peuple juif. C'est l'Iran qui a lancé son proxy, son cellule affiliée, le Hamas, le 7 octobre. Et alors là, il faut finir le boulot et, à mon avis, ôter la menace. C'est-à-dire, ce n'est pas ouvrir une guerre en attaquant l'Iran, mais la terminer, à mon avis. Très rapidement, il nous reste 40 secondes. Si Donald Trump décide d'un plan Marshall à Gaza, on peut oublier l'élargissement d'une opération militaire. À mon avis, non, parce que l'administration Trump et le gouvernement israélien sont extrêmement collaborés. Ils se parlent régulièrement. Et à mon avis, ça va être un accord que Trump il veut conclure un accord. Ça va être une réalité où Israël peut agir à Gaza parce que c'est Israël et non pas les États-Unis qui connaît le terrain. Et c'est à la fin de compte, c'est le voisin d'Israël, la bande de Gaza. Alors Trump devra soit prendre responsabilité sur la bande de Gaza, soit permettre à Israël de finir le boulot. À mon avis, ça peut être un bon mélange des deux. Merci. À voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors justement, concernant la bande de Gaza, je vous propose d'abord d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne qui a tenu une conférence de presse à l'enveloppe de Gaza. Et on retrouve juste après mon invité avec qui j'ai pu m'entretenir, Yaron Bouskila, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne. Nous avons un plan bien défini et nous avançons vers une nouvelle phase, plus intense, l'opération Char de Gideon. L'objectif de cette opération est de ramener nos otages et d'anéantir le Hamas. Ces deux buts sont étroitement liés. L'opération inclura une attaque à grande échelle, comprenant le déplacement de la majorité de la population de la bande de Gaza afin de la protéger dans une zone à l'abri du Hamas. Les frappes aériennes continueront, ainsi que l'élimination des terroristes et la destruction des infrastructures. Le Hamas a commis une erreur grave en sous-estimant notre détermination et il continue de faire cette erreur. C'est lui qui a lancé cette attaque contre nous, c'est lui qui nuit à sa propre population, c'est lui qui détruit et qui ruine. Tsahal poursuivra son action avec fermeté pour atteindre les objectifs de cette guerre. Nous menons une guerre sans précédent avec 7 fronts ouverts. Je suis avec le lieutenant-colonel de réserve Yaron Bouskila. Merci de nous recevoir dans votre bureau des Bitronistim, le think tank Les Sécuritaires. Vous êtes secrétaire général du mouvement. D'abord, première question, lorsque le cabinet sécuritaire décide d'augmenter, d'intensifier les opérations, cela veut dire quoi, d'abord concrètement ? Cela signifie concrètement qu'on fait entrer bien davantage de forces, de soldats, de combattants qui vont créer un contrôle opérationnel à Gaza. Auparavant, on faisait des raids et des incursions entrant et sortant, et quand on ressortait, le Hamas reprenait le contrôle et se réimplantait. Cette fois-ci, c'est rentrer dans toute la bande de Gaza pour avoir un contrôle opérationnel sur place et séparer la population du Hamas
Hamas et du contrôle de la population par le Hamas avec l'aide humanitaire, ce que Tsahal veut empêcher cette fois en distribuant lui-même la nourriture aux populations. Quand un officiel politique dit que c'est la fin des opérations sous la forme des raids et que là on va aller tout droit vers un contrôle du terrain, cela veut dire quoi concrètement ? Eh bien, d'abord, un raid, c'est une forme de combat. C'est remplacer une forme de combat par une autre. Il y a des avantages au raid. Vous ne restez pas sur place et une armée lourde est plus confortable pour être attaquée par les terroristes. Mais il faut faire autre chose. Il faut entrer dans toute la bande de Gaza, contrôler toutes les zones en parallèle, les détenir, les conquérir et agir contre le terrorisme partout sans qu'il puisse se réinstaller. Prenez le modèle de la Judée et de la Samarie. Tsahal, à chaque instant, quand ils décident de faire un raid à Jenin ou à Hébron, ils peuvent le faire et agir et arriver partout, même s'il y a des oppositions et des combattants. Ça n'empêche pas Tsahal d'œuvrer et ça ne permet pas au terrorisme de s'implanter. Le nord de la Samarie, quand on a évacué le nord de la Samarie, le terrorisme s'est renforcé. Quand on est présent en permanence, le terrorisme n'arrive pas à se réorganiser et vous l'affaiblissez ainsi pratiquement totalement. Yaron Bouskila, vous avez participé à de multiples opérations, à des multiples guerres. L'opération Rempart en 2002, le Sud-Liban en 2006, Bordure protectrice en 2014, maintenant depuis le 7 octobre. Pourquoi aujourd'hui, lorsque des officiels disent que ça y est, on va changer de stratégie, c'est politique ou c'est du concret ? Excellente question. D'abord, ce n'est pas une question politique, c'est évident. L'objectif pour notre entrée à Gaza était de faire pression sur le Hamas militairement pour arriver à des accords, pour libérer des otages. La guerre, c'est des négociations par d'autres voies violentes. Et vous finissez par revenir à la table des négociations après. Mais là, on a terminé la méthode des raids et des incursions qui ont permis de libérer beaucoup d'otages, mais le Hamas en détient encore quelques dizaines qu'il ne veut pas libérer, sachant que c'est ses dernières cartes. Et donc il faut changer la méthode de combat pour faire encore davantage de pression sur le Hamas. Là encore une fois, on arrivera à cesser le feu pour libérer encore un groupe d'otages et cela se poursuivra jusqu'à ce qu'on libère le dernier otage. C'est pas exactement ce que dit le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est aussi membre du cabinet. Il dit une fois qu'on prendra position, on y restera. Là, vous pensez que c'est un peu plus politique ? D'abord, c'est une déclaration d'un ministre et d'un membre du cabinet. Ça ne veut pas dire que ce sera la méthode utilisée sur le terrain. Ce n'est pas lui qui décide, il n'est pas ministre de la Défense ou Premier ministre. Concrètement, quand le Hamas demandera un cessez-le-feu dans les mêmes conditions qu'à la première partie de l'accord pour libérer des otages, nous n'avons pas le droit moral de ne pas le faire. Nous devons libérer un maximum d'otages. Mais souvenez-vous qu'en fin de compte, même après la libération de tous les otages, nous devrons rentrer à nouveau pour créer une réalité où le Hamas n'est plus dans la bande de Gaza. De deux manières, ou bien le Hamas nous demandera de quitter Gaza et posera les armes et aucun problème. Nous ne voulons pas que le Hamas reste là pour menacer les Israéliens. Ou bien il faudra le combattre jusqu'à ce qu'on porte atteinte de manière terrible au Hamas pour qu'il ne soit plus une organisation terroriste qui menace comme ça a été le cas avant le 6 octobre. Yaron Bouskila, je suis désolé de vous reposer la question, mais on a vu ce qui s'est passé avant novembre dernier, où il y avait plusieurs divisions, plusieurs brigades à l'intérieur de la bande de Gaza, cette bataille de Jabalia, où des soldats sont tombés. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Je ne vais pas vous demander les détails opérationnels, mais concrètement. Je pense que, de manière générale, les manières d'œuvrer nous ont amené à de nombreux résultats militaires et du point de vue des otages. La majorité des otages ont été libérés. Ne l'oublions pas, parce qu'on a fait avec les incursions. Deuxièmement, le fait que le Hamas continue à lancer des déclarations ou lancer une ou deux roquettes ou même à lancer une ou deux attaques, ça ne veut pas dire que le Hamas n'a pas été touché de manière terrible. Et le Hamas, par l'aide humanitaire, en fait, en a fait commerce.
ce qui lui permet de recruter de nouveaux terroristes. Mais ça ne sont pas des combattants de haut niveau, ils n'ont pas encore été formés. Et donc il se bat pour survivre. Il a été gravement atteint et à ce stade, quand nous entrerons dans la bande de Gaza, nous allons porter atteinte à ce qui reste du Hamas, à ses vestiges. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer le dernier des Hamas sur la terre, mais son rôle dans la bande de Gaza sera tel que la population elle-même et les autres organisations le rejetteront. C'est ce qui s'est passé au Liban. On a attaqué le Hezbollah. Il n'a pas disparu, mais il a été tellement touché que maintenant il se bat pour survivre au Liban. C'est ce qui va arriver aussi avec le Hamas, qui devra choisir ensuite s'il se bat pour survivre à Gaza ou bien s'il dépose les armes et s'en va pour survivre. Et je pense que c'est la seule manière et la manière efficace de libérer des otages. C'est ainsi qu'on l'a fait jusqu'à présent. Encore un point. Gilad Shalit était détenu pendant 5 ans à Gaza par le Hamas. Ça a pris 5 ans et la libération de milliers de terroristes et autres pour le libérer. Les otages ne survivront pas 5 ans en otage. Donc c'est la seule manière que nous avons trouvée pour libérer ces otages. Le Hamas les menace, oui, mais si on gère les risques, le risque par rapport aux possibilités positives pour qu'ils soient libérés est plus important. Donc les combats risquent de les libérer davantage. Il y a plus de chances qu'on les libère que si on arrêtait les combats. Concernant l'aide humanitaire, vous en avez parlé. Est-ce que c'est possible concrètement que Tsahal organise l'aide humanitaire ou donne la responsabilité de l'aide humanitaire uniquement aux civils en empêchant le Hamas de mettre la main? D'abord, nous devons absolument faire rentrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce n'est pas une question de vengeance. Nous savons que la population, dans sa grande majorité, a participé aux horreurs du 7 octobre, a aidé le Hamas à construire ses infrastructures et sa force. Mais quand vous faites la guerre, vous ne la faites pas dans un espace vide. Vous avez des pressions internationales complexes. Et si les gens sont affamés ou meurent de maladies ou d'autres infections, on ne pourra plus continuer la guerre. Mais il est intolérable, et ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire militaire, que l'armée d'un côté combat l'ennemi et de l'autre côté le nourrit. Ça n'existe pas. Et donc il faut séparer ces deux choses. Donc l'armée doit absolument, l'État doit amener l'aide humanitaire, mais de telle manière qu'elle soit coupée de la dépendance de la population au Hamas. C'est donc un moyen dans ces efforts de guerre d'affaiblir le Hamas face à sa population et créer un lien entre la population et l'armée israélienne et l'État. Et donc, du point de vue de la méthode, qui va répartir cette aide alimentaire, les soldats ou des civils? Ça n'a pas d'importance, premièrement. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas le Hamas qui distribue. Maintenant, concrètement, je pense que la distribution de l'alimentation à 2 millions de personnes, c'est un poids énorme pour les soldats, pour la quantité de soldats qui devraient s'occuper de cela. Donc, il faut trouver une société civile que nous devons sécuriser, créer des lieux de présence de cette société civile et donner la sécurité pour que les civils puissent recevoir cette aide alimentaire et le gérer ainsi. Et avec l'autre côté, combattre le Hamas. Nourrir d'un côté les civils et combattre le Hamas de l'autre, et non pas combattre le Hamas et avec la même main le nourrir. Vous faites partie, lieutenant-colonel Yaron Bouskila, de ces dizaines de milliers de personnes, de soldats qui viennent de recevoir les ordres de mobilisation. Une fois que le président Donald Trump partira de la région d'Arabie Saoudite, est-ce que vous pouvez vous engager ou confirmer, puisque vous êtes officier, lieutenant-colonel, et dire aux téléspectatrices et téléspectateurs que ce qui va se passer à Gaza n'est pas ce qui s'est passé auparavant, que l'image sera complètement différente? L'armée des réservistes en Israël est construite de telle manière que c'est ainsi qu'on vainc les guerres et qu'on n'améliore pas sa position. On n'appelle pas les réservistes pour améliorer la situation, mais pour gagner une guerre, emporter une guerre. C'est ça la force des réservistes. C'est ça la force de l'armée et de ses capacités. Du point de vue des capacités civiles de supporter l'appel des réservistes, nous sommes là vraiment avec notre dernière
balle, notre dernière munition depuis 1 an et demi, c'est la guerre. Ça touche l'économie, ça touche les capacités des familles de tenir le coup au fil du temps. Et je pense que le chef d'état-major le comprend parfaitement, ainsi que le Premier ministre et tous les politiques. Si nous appelons les réservistes, il nous faudra absolument aller jusqu'au bout. Donc plus de libération, il faudra de temps en temps faire des petits cessez-le-feu, mais ce seront des cessez-le-feu beaucoup plus courts et appeler les réservistes pour vaincre. Si on ne vainc pas cette fois-ci le Hamas, eh bien ce sera pratiquement impossible à mon avis de rappeler toutes les forces en réserve de manière importante pour le faire. Donc je ne peux pas le jurer, mais je peux espérer en tant que réserviste que cette fois-ci, ce sera le dernier appel et la dernière guerre aussi dans la bande de Gaza, mais en tout cas qu'on va vaincre le Hamas et ramener nos frères et sœurs otages qui souffrent tant entre les mains du Hamas, mais s'assurer aussi que le Hamas disparaît de là-bas, parce que si le Hamas reste, nous remplaçons les otages et contre des prisonniers, tous les habitants autour de Gaza seront prisonniers des menaces de Hamas comme c'était le 7 octobre. Et donc, c'est là l'essence de l'existence du Hamas, de combattre Israël. C'est ça qu'ils veulent et c'est donc c'est ce qu'ils sont prêts à faire et si on ne les vainc pas, ils le referont. Merci beaucoup.